On commence tout de suite avec notre premier atelier et l'ouverture de la fiscalité. La Belgique est un des pays au monde qui dépense le plus et taxe le plus. Une pression fiscale élevée, des dépenses publiques élevées pour des services moyens et donc une satisfaction citoyenne basse. La fiscalité est principalement lourde sur le travail. La Belgique taxe beaucoup ses travailleurs. Elle est inégalitaire dans son mode de taxation. Un isolé sans enfant est plus fortement taxé. Aussi, les contributions fiscales à l'engagement d'un travailleur sont très élevées. La fiscalité belge est complexe, beaucoup de régimes spécifiques et de niches fiscales. En 2019, la déclaration à l'impôt des personnes physiques comprend plus de 800 codes contre 224 en 1982. Mais comment rendre notre système fiscal plus juste, simple, efficace et lisible dans un contexte économique de crise? Place au débat. On vient de le voir, la fiscalité, c'est tout un sujet. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, pour ce premier atelier, permettez-moi de vous présenter nos orateurs et de vous expliquer le processus. À chaque atelier, 2 experts, un élu et le président du mouvement réformateur, Georges-Louis Boucher. Pour cet atelier fiscalité, on va commencer avec Monsieur Mohsin El Gabri. Mohsin El Gabri qui est à distance chez lui. Monsieur El Gabri, vous occupez le poste de directeur politique de votre parti écolo. Vous êtes également le chef de cabinet de la coprésidence. À vos côtés, Monsieur Emmanuel Degrève, vous êtes conseiller fiscal, fondateur de Degen Partner, vous y travaillez également. Vous êtes professeur à l'EFEC et président du Forum for the Future. Vous vous définissez comme un entrepreneur passionné par le présent et le futur. Pour le MR, c'est Alexia Bertrand, députée bruxelloise, chef de groupe MR au Parlement bruxellois, mais aussi députée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et à vos côtés, Monsieur le Président Georges-Louis Boucher, Bonjour. qui sera présent pour chaque atelier. Et on va ouvrir ce débat en donnant la parole à Monsieur El Gabri, qui est en visioconférence. Bonjour Monsieur El Gabri. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très bien, et vous, ça se passe bien à distance ? Ça se passe bien, j'aurais aimé être avec vous, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, vous avez la parole, Monsieur El Gabri. C'est déjà chouette d'être là, même si c'est à distance. Je voulais d'abord vous remercier pour votre invitation. Merci en particulier à mon cher collègue Axel Miller. On a l'occasion de se côtoyer beaucoup ces derniers temps, vous l'imaginez, dans le contexte des négociations. Et donc, c'est un plaisir de faire une petite pause et de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet très important. J'ai 6 minutes. Je voudrais commencer par rappeler un élément qui peut-être sera naturel pour tous, mais qui ne l'est pas tant que ça, me semble-t-il, lorsqu'on parle de fiscalité. Cet élément consiste à rappeler que la fiscalité, c'est peut-être et avant tout un sujet politique, avant d'être un sujet technique. Et c'est important puisque dans la fiscalité, en réalité, on voit quelque part une projection de la société, des valeurs sur lesquelles cette société veut insister, l'importance qu'elle donne aux soucis des générations futures. On aura l'occasion d'y discuter en parlant de fiscalité environnementale, mais aussi l'importance qu'elle donne à la valeur travail au regard d'autres valeurs plus négatives ou de comportements plus négatifs. Et quelque part, lorsqu'on regarde notre système fiscal, on voit une photographie d'une logique et d'un système de valeurs que se donne la société. Donc, c'est important toujours d'avoir cette perspective politique sur la fiscalité. C'est un sujet technique aussi, mais c'est d'abord et avant tout un sujet politique. Et je pense que l'un des objectifs, et c'est une manière de répondre à la petite vidéo d'introduction, l'une des manières de rendre le système, on va dire, plus acceptable, peut-être mieux compris, c'est d'en faire aussi une question citoyenne, c'est-à-dire d'amener les citoyens à bien comprendre qui paye des impôts, selon quels principes ces impôts sont payés et où va l'argent qui est payé dans le cadre de ces impôts. C'est important de lier fiscalité et dépenses publiques. On aura l'occasion d'y revenir, j'imagine. Je pense qu'on sera largement d'accord lorsqu'il s'agit de dresser à grands traits les caractéristiques du système fiscal tel qu'il est maintenant. Il est effectivement largement inefficace. Il est, de notre point de vue, injuste. Il est mal réparti et il est certainement dépassé à bien des égards par rapport à l'évolution des modes de vie. Je ne vais pas m'appesantir trop longtemps sur chacune de ces caractéristiques. Je vais évoquer la notion de justice qui me semble essentielle si on veut à la fois avoir un système fiscal efficace, et aussi un système fiscal compris, admis, accepté par les citoyens, puisque la fiscalité, c'est de la politique, mais c'est aussi un peu de la morale. Et la justice est un élément moral essentiel. Et on a l'impression, et je pense que c'est une impression partagée par beaucoup, que notre système fiscal est injuste, qu'il fait peser une charge très importante sur les épaules parfois les plus étroites, et qu'à défaut,
les épaules les plus larges, les personnes qui gagnent le plus d'argent ne contribuent pas suffisamment à la solidarité. C'est des propos très généraux, mais je pense que dans la perception qui est faite par rapport au système fiscal aujourd'hui, c'est des propos à considérer avec beaucoup d'importance et beaucoup de sérieux. Le système est injuste à plusieurs égards. D'abord, il est trop peu progressif. On en vient très rapidement à atteindre le taux de fiscalité le plus important, notamment en matière d'IPP. Il est assez peu équitable sur un plan horizontal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être deux personnes qui gagnons les mêmes revenus et nous serons imposés de manière différente selon notamment notre situation familiale. Et aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens et ça crée un sentiment d'injustice. Vous l'avez dit dans votre propos, aujourd'hui, lorsque vous êtes un célibataire, vous payez beaucoup d'impôts. Et en réalité, notre système fiscal, c'est comme notre système de sécurité sociale. Il a été quelque part créé et il répond à des logiques qui sont ceux peut-être de notre société il y a quelques décennies où on construisait tout autour d'une forme particulière de famille, mais aujourd'hui, il y a des familles recomposées, il y a beaucoup de modes de vie et ces modes de vie, ces choix ne sont pas pris en compte de manière juste dans notre système fiscal. L'un des éléments qui a été également mentionné dans la vidéo d'introduction, c'est un défaut de juste répartition de la fiscalité. Je pense qu'on peut s'entendre sur le fait qu'il ne faut pas augmenter la charge fiscale globale. Elle est importante en Belgique, même si, et ça, je pense que c'est aussi une sorte d'honnêteté intellectuelle que de toujours rajouter au moment où on dit que notre fiscalité est très importante, que les dépenses sociales, que notre système de sécurité sociale est quelque part le prix que l'on paye, ou quelque part la fiscalité plutôt est le prix que l'on paye pour avoir un niveau de prestation sociale qui est aussi l'un des plus importants lorsqu'on se compare à d'autres pays. Donc, quand on parle de la charge, de l'importance du niveau d'imposition en Belgique, il faut aussi quand même discuter et mettre dans l'équation le niveau de prestation sociale parce que ça permet d'avoir une discussion qui est, à mon avis, intellectuellement plus honnête sur le principe, même si ça ne veut pas dire que ces dépenses sociales ne doivent pas être réformées, ajustées pour être plus efficaces du point de vue des objectifs qui sont les siens, c'est-à-dire d'apporter et de combler les risques que chacun peut encourir au cours de sa vie en matière de maladie, etc. Déjà. Merci beaucoup, Monsieur El Gabri. Malheureusement, le temps passe. Il faut donner maintenant la parole à Monsieur Degrève. Monsieur Degrève, quel est votre point de vue sur le sujet ? Je vais peut-être afficher 2-3 slides. On m'a demandé de venir avec quelques idées sur la fiscalité. Donc je ne vais pas m'étendre sur tout ce qu'on peut dire sur la fiscalité belge, qui est forcément un peu compliqué et difficile. Je vais essayer de venir avec des illustrations et 2 idées fortes, puisque je pense que si la fiscalité est sans doute très politique, c'est quand même à partir de la technique qu'on peut apporter des solutions. Et donc, c'est un peu le rôle que je voudrais jouer aujourd'hui. Et donc, 4 indicateurs. Le premier, c'est le coin fiscal. C'est le fait que n'importe quelle personne qui travaille est soumise à une imposition fiscale et parafiscale, donc c'est le social. Aujourd'hui, nous sommes champions du monde. Si vous regardez ce petit graphique, vous verrez que nous sommes champions du monde bien au-dessus de tout le monde et que si on veut revenir sur la moyenne de l'OCDE, l'écart est gigantesque. Deuxième indicateur, c'est le poids de la fiscalité dans le financement de l'État, donc dans le budget de l'État. Aujourd'hui, 31% du financement vient de la fiscalité. Ce qui veut dire que si vous voulez changer le premier point, vous devez changer considérablement le deuxième point. Et comment est-ce qu'on peut l'illustrer ? Par exemple, si vous voulez donner 2 € de plus par travailleur par mois, ça coûte aujourd'hui 100 millions d'euros. Ça donne un peu, je dirais, un rapport entre les choses et ça montre combien, évidemment, c'est difficile de transformer le monde. Le troisième indicateur, c'est la transformation numérique. Regardez ce qui s'est passé en 10 ans. Aujourd'hui, en fait, le monde a complètement changé. Donc, essayez de faire de la fiscalité, qui est de la fiscalité de la production et de la fiscalité du travail, alors que le monde a complètement changé, c'est quand même un peu farfelu. Et c'est pourtant, aujourd'hui, ce que nous avons comme débat, et on ne parle que de ça. Et on ne parle que de ça, comme, par exemple, la taxation sur les plus-values. La taxation sur les plus-values, ça, c'est un graphique du Bel 20 ans. En 20 ans, et c'est un graphique qui date de 2 jours, donc il n'est pas fabriqué.
20 ans, la croissance du BEL 20, 9,66%. Vous voulez taxer les plus-values et transformer la fiscalité du travail avec une différence de 9,66% en 20 ans. Mais comment allez-vous faire? Je voudrais qu'on m'explique le problème. Bien, ça c'est un peu, je dirais, pour être rapide sur des indicateurs. Et donc le tax shift, il ne faut plus parler du tax shift. Parce que quand la fiscalité est très élevée, on ne sait pas transformer quelque chose d'élevé en quelque chose d'élevé. Vous serez toujours dans l'élevé. Il faut aller vers autre chose. C'est ce que moi j'appelle le new shift, c'est-à-dire en fait faire une transformation, un cliquer-déposer, mais sur un nouveau paradigme. Et pour ce faire, qu'est-ce que je propose? Eh bien donc ce n'est plus de migrer dans les niches qui existent, parce que vous allez en supprimer une, vous allez en rajouter une, vous allez en négocier une, mais in fine, si vous prenez le rapport très bien fait du Conseil supérieur des finances, vous verrez que vous pouvez additionner toute une série de niches. Vous verrez que chacune de ces niches ne vous apportera jamais, même en les prenant toutes, ou en tout cas les plupart, n'apportera jamais les milliards dont vous avez besoin pour une transformation de la fiscalité du travail. Il faut donc créer des nouveaux équilibres qui permettent de créer des nouvelles égalités, même si le coefficient Gini, c'est-à-dire celui qui mesure les égalités, est en Belgique un des meilleurs dans le monde. Mais si on veut travailler sur les nouveaux équilibres, moi je viens avec deux idées concrètes qui sont d'une part le dividende social et d'autre part la microtaxe. Le dividende social, c'est quoi? C'est une mesure qui ne coûte rien, absolument pas 1 euro à l'État. Qu'est-ce qu'elle consisterait à faire? Elle permettrait tout simplement à la société, qui a aujourd'hui une responsabilité sociétale très importante, c'est un des enjeux majeurs, comment garder une durabilité dans les échanges, comment parvenir à trouver un équilibre entre celui qui s'enrichit, Monsieur Bezos qu'on cite tous les jours, et ses travailleurs. Eh bien, il faut trouver un nouvel équilibre entre l'actionnariat et le travailleur. Si l'on autorise simplement, avant la distribution sur le capital des dividendes, de permettre à chaque entreprise, librement, sans contrainte, sans aucune spécificité particulière, de permettre de distribuer un morceau de son résultat au travers d'un dividende social, vous allez créer, au travers de toute une série d'entreprises, une nouvelle classe moyenne mondiale. Deuxième idée, la microtaxe, elle n'est pas de moi, elle a été inventée ou en tout cas suggérée à partir d'une première idée qui était la taxe Tobin, mais qui est difficile parce qu'elle n'est centrée que sur les flux financiers qui sont eux mondiaux, et donc celui qui déciderait de prendre une disposition telle qu'elle tout seul serait forcément impossible puisqu'il serait directement mis au ban, je dirais, du commerce financier mondial. Par contre, la taxe transactionnelle, la microtaxe, telle qu'elle est pensée pour, je dirais par exemple pour la Suisse, puisque le professeur suisse qui l'a analysé est en Suisse, et il vient d'ailleurs de le proposer, je dirais, pour la Suisse. En Suisse, le PIB de la Suisse, c'est 650 milliards. Avec une microtaxe telle qu'elle est pensée en Suisse, 0,1% sur toutes les transactions électroniques, donc toutes les transactions qui se font en dehors du cash, 0,1%, ça rapporte 100 milliards d'euros. Et notamment, ça recrée des équilibres dans des matières telles que, par exemple, les nano-trading. Dans la fiscalité, on pourrait donc facilement taxer une transaction financière qui se fait toutes les secondes. Eh bien, avec ce modèle appliqué à la Belgique, vous pouvez générer probablement 45 à 50 milliards après 2 ou 3 ans, sans aucune difficulté de collecter, puisque c'est le système financier qui le collecterait. Ce qui veut donc dire que là, vous allez chercher 40 ou 50 milliards, alors qu'aujourd'hui, on passe des nuits et des nuits pour discuter de 1 ou 2 milliards en taxant tantôt les plus-values, tantôt les voitures de société. Ce qui veut dire que tout cela va d'abord toucher le pouvoir d'achat des gens avant de transformer notre monde, ce que nous avons besoin. Merci beaucoup, Monsieur De Greve, pour ces explications. Merci à tous. Nous allons tout de suite passer aux questions-réponses. Le débat va s'ouvrir. On commence avec une question qui nous vient du chat.
Une question qui nous vient du chat que vous nous avez posée sur les réseaux sociaux. Je rappelle, n'hésitez pas à interagir avec nous avec le hashtag fier d'être libéral et le hashtag le libre débat. Et cette question du chat, elle va apparaître sur l'écran juste derrière moi. Et c'est une question qui nous vient de Caroline. Caroline qui s'interroge, est-il juste de taxer les contribuables sur les revenus de l'épargne, vu que cette épargne a été constituée par des revenus du travail qui ont eux-mêmes déjà été taxés? Alexia Bertrand? Alors merci pour cette question, elle est importante. Effectivement, ce sont des revenus du travail qui ont déjà été taxés. C'est pour ça qu'ils ne sont pas taxés au même taux que les revenus du travail. Mais il faut quand même faire la différence entre les revenus de l'épargne et l'épargne elle-même. Ce qui est choquant, c'est de taxer un stock, de taxer un capital. Un revenu, lui, peut être taxé tant que c'est un flux. Maintenant, il y a un régime spécifique pour les revenus de l'épargne en Belgique, où les revenus de l'épargne, ce qui est sur le compte en banque, est exonéré jusqu'à 960 € d'intérêt à peu près. Et avec les taux d'intérêt actuels, ça veut dire qu'il faut avoir 890 000 € environ sur un compte en banque, ce qui est très important pour arriver à une taxation. Mais on sait que les Belges épargnent, et c'est bien normal, puisque c'est pour leur pension. Et donc, il faut effectivement continuer à favoriser de l'épargne qui va vers la pension ou vers l'économie réelle. Et c'est ce qui a été fait dans le gouvernement précédent, en incitant aussi, en créant des incitants pour activer l'épargne vers ce qui va dans l'économie réelle, le capital à risque, les PME. Merci beaucoup Alexia Bertrand. On va enchaîner avec une deuxième question. Oui, une question qui nous vient également du chat. Alors c'est Jean-Claude qui nous demande si le droit de succession entre époux et enfants en ligne directe, pouvons-nous espérer une évolution? Je ne sais pas qui veut répondre à ces questions. Peut-être Monsieur De Greve. Alors, les droits de succession, en fait, moi je pense personnellement que les droits de succession sont en tout cas très ennuyants à partir du moment où on fait cohabiter des réalités différentes. Donc une donation et une succession ne donnent pas le même produit fiscal. Quand vous réfléchissez, c'est totalement farfelu. Parce qu'en fait, celui qui s'organise paye très peu d'impôts, celui qui ne s'organise pas en paye énormément. En fait, c'est ça le problème de l'injustice. Et donc, on ferait bien mieux, entre guillemets, de donner un régime propre des donations à tout le monde, ce serait juste, ou en tout cas réinventer les choses de telle sorte, parce que c'est à partir de ce genre de choses qu'on fait des inégalités. Après, est-ce qu'il faut taxer le capital et empêcher donc le passage, entre guillemets, d'un patrimoine d'une génération à l'autre? Je pense que c'est avant tout un débat idéologique avant d'être un débat, je dirais, technique, et donc je ne pense pas que sur ce point, je sois la meilleure personne pour en parler. Merci Monsieur De Greve. Alexia, une réaction? Non, je suis d'accord que les droits de succession sont particulièrement élevés en Belgique, absolument, et qu'il faut aller vers une diminution des droits de succession. On sait que dans la succession, il y a souvent la maison familiale, et quand on voit qu'il faut vendre la maison familiale pour pouvoir payer les droits de succession, c'est extrêmement choquant, évidemment. Tout à fait. Je rappelle que Mossine Gabri est toujours avec nous à distance. Georges Boucher. Il y a peut-être un point qui illustre ces différentes questions, c'est qu'en fait en Belgique, il y a normalement un principe de droit fiscal qui voudrait qu'on ne taxe pas 2 fois le même euro. Mais en réalité, le même euro est souvent taxé 6 fois. C'est-à-dire que si vous avez un revenu du travail, vous avez une fiscalité dessus, puis après avec ça vous achetez une maison, donc vous avez des droits d'enregistrement, vous payez par ailleurs un précompte immobilier, et puis par la suite vous avez également des droits de donation ou des droits de succession, mais en réalité, l'euro de départ pour la classe moyenne, c'est le même euro qui est taxé à de nombreuses reprises. Et c'est ça d'où vient aussi l'injustice fiscale. C'est qu'à un moment donné, on se retrouve avec une série d'acteurs qui souhaitent tout le temps ajouter de l'impôt à l'impôt. Et donc, quand on parlait plutôt d'un tax shift, d'un new shift peut-être, et de voir comment on peut travailler sur l'impôt, il y a une question qu'on ne pourra jamais éviter, c'est le coût de l'État dans sa globalité. Et bon, c'est de nature à rejoindre l'actualité. Quand vous voulez tout le temps avoir plus de gouvernement, avoir un morcellement de compétences, un morcellement de pouvoir et donc d'administration, il ne faut pas se mentir, ça coûte de l'argent. Pour vous donner un exemple, sur les 30 dernières années, le PIB a augmenté dans notre pays de 140%.
Sauf que les dépenses publiques ont augmenté de 230%. Et donc ce différentiel-là, c'est quoi? C'est soit de la dette, soit de l'impôt. Et donc si on veut à un moment donné réduire l'impôt, il faut qu'on se pose la question de l'efficacité de l'État et de la diminution du coût de l'État. Ça peut apparaître comme un peu traditionnel pour un libéral de dire ça. Ce n'est pas parce que c'est traditionnel que c'est bête. Il ne faut pas toujours vouloir faire de la nouveauté pour le plaisir. Et ça, je crois que c'est un principe qui doit revenir dans le débat public et qu'on a fortement oublié ces dernières années. Merci Georges-Louis Boucher. On va continuer avec une question sur Facebook pour peut-être vous, monsieur Mohsin El Gabri. Une question de Yacine qui s'interroge. Quels sont, selon vous, les critères d'une fiscalité juste et moderne? Existe-t-il un pays, selon vous, où la fiscalité peut être prise en exemple? Et il cite qu'on a l'impression que les gens se plaignent partout. Mohsin El Gabri, pourriez-vous peut-être donner des éclaircissements à Yacine qui s'interroge sur Facebook? Ce serait un peu compliqué de répondre de manière exhaustive, mais moi je vais insister sur une notion qu'on n'a pas encore évoquée jusqu'à présent, c'est évidemment la fiscalité environnementale, puisque un des traits de la modernité, me semble-t-il, c'est de pouvoir projeter notre société dans un avenir qui est vivable et sur une planète habitable. Et pour ça, la fiscalité doit pouvoir être un outil. Vous le savez, on s'est engagé vers des objectifs climatiques importants, la fiscalité doit pouvoir y contribuer. Alors la fiscalité environnementale, ça ne doit pas être n'importe quoi. Ça ne peut pas se faire de manière vulgaire et punitive, parce que c'est la meilleure manière de tuer toute idée de fiscalité environnementale. Et donc, il est important de commencer par peut-être s'interroger sur une série de dispositifs qui existent aujourd'hui et qui ont tendance à nous mener exactement dans la direction opposée de laquelle on doit aller en matière de transition climatique. On a aujourd'hui des dispositifs qui encouragent la pollution, qui encouragent les embouteillages, qui encouragent les comportements qui ne sont pas vertueux du point de vue environnemental et qui créent en plus des coûts pour la société en matière de santé et en matière de coûts économiques. Je cite un exemple, et je sais qu'il est polémique, mais pour nous, il est important de s'interroger sérieusement sur les voitures de société et le dispositif des voitures de société. C'est quand même étrange de payer les gens avec des voitures, c'est quand même étrange que l'État puisse subsidier quelque part des embouteillages et de la pollution. Il ne s'agit pas du jour au lendemain de supprimer ce dispositif, mais il s'agit de s'interroger sur sa transformation et sur le fait que d'une manière ou d'une autre, cet objectif ou ce dispositif puisse servir à la transition écologique. Je pense que dans votre parti, des personnes comme Didier Reynders ou comme Madame Skepmans ont évoqué des idées très intéressantes en matière de réforme du système de voitures de société pour aller notamment vers des soutiens au fait d'habiter à Bruxelles lorsqu'on vient y travailler. Et donc, il y a des éléments intéressants. Évidemment, le système idéal, c'est de payer les gens en euros et de ne pas les payer en voiture. Et je pense que c'est aussi un principe de justice envers les travailleurs. Mais il y a quelque chose d'assez, me semble-t-il, absurde à l'idée que l'État puisse subsidier des embouteillages qui ont des conséquences économiques importantes et puis la pollution qui nous éloigne des objectifs en matière de santé publique ou de transition climatique. Et je pense qu'il faut oser se poser la question de ce qui existe aujourd'hui comme dispositif et qui ne vont pas dans le bon sens en matière de transition environnementale. Merci. Alexia Bertrand, je pense que vous avez une réaction suite à ça. Tout à fait. Mais pour nous, une fiscalité juste, c'est clairement une fiscalité qui va diminuer fortement sur le travail. Je crois qu'on est tous d'accord sur les constats ici, et les études le démontrent. On détient le record du monde en matière de taxation, que ce soit d'ailleurs sur le travail ou même sur le capital. C'est peut-être pas dit suffisamment, mais le Conseil supérieur des finances nous dit aussi que la Belgique est parmi les plus taxées en Europe et dans le monde sur le capital. D'où la question aussi sur les revenus de l'épargne. Et c'est vrai, je rejoins évidemment Georges-Louis Boucher, ce qui choque, c'est que c'est des revenus du travail qui, à nouveau, vont être retaxés et qu'il y a plusieurs taxations. Donc, sur le travail, il faut une réforme drastique. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'il n'y ait pas suffisamment de progressivité. Aujourd'hui, vous êtes taxé à 45% à partir d'un revenu annuel de 20 000 €. C'est incroyable. Si vous comparez avec nos voisins la France, prenons la France, on est taxé en France à un taux de 50%, la tranche à 50%, à partir de 148 000 €. En Belgique, c'est à partir de 40 000 €. Vous imaginez la différence? Donc il faut une réforme importante. Et une réforme importante, ça a un coût, oui, de 5 à 10 milliards d'euros pour qu'elle soit suffisamment substantielle. Alors vous parlez des voitures de société, eh bien, il faut quand même rappeler l'historique. C'est ce qu'on appelle les voitures salaires. Pourquoi? Parce que la fiscalité est tellement élevée sur le travail qu'on a créé des avantages de toute nature pour trouver une façon de rémunérer les employés. Et donc, effectivement, si on arrive à compenser
intégralement le coût de la voiture de société qui est estimé entre 500 et 1000 euros, eh bien, on pourra réfléchir à la supprimer. Mais on ne peut pas dire du jour au lendemain, on supprime la voiture de société et il n'y a pas de compensation. Donc, je crois qu'on est d'accord qu'il faut diminuer l'imposition globale. J'étais heureuse de vous l'entendre dire aussi. Là-dessus, on est d'accord. Et la priorité, c'est de diminuer l'impôt sur le travail. C'est ça une fiscalité juste. Aujourd'hui, elle est trop complexe. Ça introduit de l'injustice. Et je crois qu'effectivement, une fiscalité juste, c'est aussi une fiscalité où on ne taxe pas un stock. Si vous avez des poissons, 1000 poissons, on ne vous taxe pas, on ne vous en enlève pas 200, mais on taxe un flux, donc de la création. Et si on taxe un flux, il faut être cohérent. Quand il y a un plus, on peut aussi déduire un moins. Ça fait aussi partie d'une fiscalité juste. Et je terminerai en disant qu'une fiscalité juste, elle est aussi neutre vis-à-vis des choix de famille. Il faut pouvoir réfléchir là-dessus. Ça n'a pas de sens que quelqu'un qui soit marié ou non marié, aujourd'hui, qui fasse ces choix-là, soit taxé de façon différente. Merci, merci. Monsieur De Grève, je pense que vous avez une réaction également. Oui. Je voulais, parce que la question c'était est-ce qu'il existe un meilleur système juste ou équilibré. Je voulais donc réagir par rapport à ce qui s'est dit en rappelant qu'en fait en fiscalité, vous avez la fiscalité politique et puis vous avez la fiscalité budgétaire. La fiscalité politique, elle vise à mener des politiques. La fiscalité environnementale est une fiscalité politique puisque, par exemple, vous voulez décourager l'utilisation des voitures. Donc, quand vous faites ça, si vous travaillez bien, la fiscalité disparaît puisque le comportement disparaît. Donc, forcément, elle ne peut pas remplir une mission budgétaire. Donc, en fait, penser qu'on peut rééquilibrer les équilibres et de la justice à partir d'une fiscalité environnementale, c'est farfelu puisque cette fiscalité va disparaître et donc elle ne peut forcément pas produire de la redistribution dans le long terme. Ça, c'est quand même important de le dire parce qu'il ne faut pas mélanger les débats et les réalités. Et c'est pour ça que je pense que la fiscalité, elle doit rééquilibrer les stocks entre le travail et le reste d'une façon intelligente. Et quand je parle, par exemple, du dividende social qui ne coûte pas 1 franc, qu'est-ce que je propose? C'est simplement de permettre aussi à l'employeur, à la société, de rééquilibrer du pouvoir d'achat parce qu'elle l'a décidé. Quand vous gagnez des milliards, si vous décidez d'en donner un petit peu, ce qui ne va pas fondamentalement impacter les choses, vous recréez une classe moyenne sans impact sur les États. Et donc les États doivent apprendre à intervenir là où ils doivent intervenir et pas intervenir systématiquement. Rudy Arnault, un excellent économiste, vient de sortir un petit livre où il montre que nos administrations publiques sont 30% plus chères qu'ailleurs et 30% moins efficaces qu'ailleurs. Et donc ça devrait faire réfléchir le monde politique qui doit, en période de Covid, comme on l'est maintenant, il faut dépenser d'argent sans compter, ça n'a pas d'importance, il faut maintenir le système. Par contre, quand le système va bien, il faut arrêter. Il faut laisser faire les choses. Et un dividende social, vous laissez faire les entreprises et vous dites, prenez vos responsabilités, distribuez la richesse. Et ça ne coûte pas 1 euro. Merci, Monsieur De Grève. On rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions à la maison sur la plateforme, sur Facebook ou encore sur YouTube. Monsieur El Gabri, un commentaire à ce que Monsieur De Grève vient de nous dire. Je suis en partie en désaccord avec ce que vient de dire Monsieur De Grève, puisque lorsqu'il parle de fiscalité environnementale, il a raison pour partie. C'est-à-dire qu'une bonne part de la fiscalité environnementale a pour objectif de changer les comportements. Dès lors que les comportements évoluent, la fiscalité environnementale est quelque part biodégradable, en quelque sorte. Par contre, il existe des dispositifs, et Yacine sur Facebook demandait l'exemple d'un pays, le Danemark par exemple, qui a une fiscalité environnementale qui est très intelligente et très moderne. Le Danemark et même la Suède ont introduit une taxe carbone dans les années 90 qui existe toujours et qui rapporte toujours de l'argent. Elle en rapporte même de plus en plus. Non pas que les comportements soient restés des comportements polluants ou producteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Au contraire, les gaz à effet de serre ont diminué dans ces pays-là. C'est juste l'ajustement en fait du prix carbone qui a évolué de telle sorte à pouvoir contribuer de faire contribuer et de rendre productif cet impôt, y compris dans le temps. Maintenant, là où je le rejoins, c'est que de notre point de vue, la fiscalité environnementale n'a pas pour objectif de remplir les caisses de l'État. Au contraire, en réalité, elle ne doit pas être versée au budget, elle doit retourner intégralement vers ceux qui ont des comportements vertueux. C'est la raison pour laquelle nous, par exemple, nous ne souhaitons pas une taxe carbone qui vient remplir les caisses de l'État. Nous souhaitons en fait que la taxe carbone, si elle doit exister un jour en Belgique, soit redistribuée de manière intégrale, à la fois aux individus et aux entreprises, dans une logique de signal-prix, et pour qu'elles investissent, pour ce qui est des entreprises et des secteurs,
dans l'amélioration de leur système productif pour qu'il soit compatible avec nos objectifs climatiques. Et donc, et là c'est très important et je rejoins la dernière intervention, ça ne peut pas servir à remplir les caisses, ça doit servir à récompenser le comportement des acteurs économiques dont les actions vont dans le sens de la transition écologique. C'est très très important. Et c'est la seule manière de rendre acceptable une taxe de ce type. Si nous ne faisons pas comme ça, elle n'adviendra pas, me semble-t-il. Merci, Monsieur El Gabri. Nous allons maintenant passer à la prochaine question, une question qui nous vient également du chat. Oui, elle va s'afficher normalement d'ici quelques secondes. Et voilà, alors c'est Hakim via Facebook qui nous demande quelles alternatives aux voitures de société pour que leur disparition ne coûte pas à la classe moyenne. Alexa... Oui. Alexa Bertrand, peut-être que vous voulez répondre. Alors je crois que la véritable réponse, une fois de plus, c'est vraiment de diminuer drastiquement l'imposition sur le travail. Il n'y a pas de secret. Les voitures de société, en fait, ont été créées. Il y a la rémunération en cash et puis il y a les avantages de toute nature. Ont été créées parce qu'il y avait une fiscalité sur le travail qui était tellement lourde. Alors on a réfléchi sous le gouvernement précédent à des alternatives. Il y a eu le Cash for Cars qui a été lancé par Didier Reynders et puis il y a eu le budget mobilité et qui permettent des alternatives. Le Cash for Cars, l'idée c'était de rendre sa voiture et de recevoir du cash. Alors malheureusement pour des raisons juridiques, ce dispositif a été annulé. Le budget mobilité reprend un peu la même idée. Là, on peut remplacer sa voiture de société par une voiture plus verte ou par une mobilité plus douce, que ce soit un abonnement SNCB par exemple ou un vélo. Et puis il y a un troisième pilier qui permet aussi de recevoir du cash. Mais cet argent-là subit encore des cotisations sociales qui sont encore relativement lourdes et donc ça ne compense pas intégralement aujourd'hui la voiture de société. Et donc ce qu'il va falloir, si on veut vraiment aller vers une disparition ou une suppression du système, c'est une compensation en cash. C'est aussi simple que ça. Et je crois que là, dans le panel, on peut se retrouver en tout cas sur cette idée qu'il va falloir une baisse drastique sur la fiscalité du travail. Ça n'est quand même pas normal aujourd'hui qu'un couple où tous les deux travaillent ait du mal encore à s'acheter un appartement ou une maison. Quand on voit les taux d'imposition qui existent aujourd'hui, il faut diminuer ces taux et faire des tranches qui seront réinstaurées, plus de progressivité. Diminuer les taux, l'a compris Alexia Bertrand, merci. Monsieur De Grève, une question de Guillaume sur YouTube qui nous dit « Ok, les travailleurs sont taxés, par contre, est-ce qu'on parle ou pas de la fiscalité pour les petits employeurs ?» Une réponse ? Je pense que l'employeur, il est principalement il subit principalement en fait la dynamite des règles, parce qu'on est dans un monde très compliqué. En fait, pour un employeur aujourd'hui, nous, on a un cabinet avec 25 personnes, on est confronté systématiquement à, un peu un désarroi par rapport aux règles. Et donc, quand vous parlez de simplification à l'administration fiscale ou même au législateur, c'est un sujet qui est difficile parce qu'en fait, quand vous essayez de changer une règle, en fait, tout le monde a l'impression qu'elle est un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Je vais prendre un bête exemple. Si vous avez une société avec 10 voitures, eh bien, sur ces 10 voitures, vous allez probablement avoir 10 taux de taxation différents et que vous allez devoir appliquer sur l'ensemble des dépenses. Pourquoi ne décide-t-on pas de faire un taux moyen pour l'entreprise au début de l'année? Vous prenez les 10 voitures, vous calculez un taux moyen de déductibilité et vous l'appliquez sur tout. Mais ça transforme complètement le système. Et c'est une toute petite disposition. Aujourd'hui, on oblige des centaines d'écritures, ce qu'on appelle des DNA, sur des voitures, 10 voitures. Et ça, c'est un exemple, et il y en a des centaines. Et donc, on ferait bien d'écouter les professionnels qui sont les experts comptables, les conseils fiscaux, qui ont une expérience énorme du terrain et qui peuvent vous raconter tous les jours une histoire farfelue. On les écoute, on transforme la règle et tout le monde va y gagner. Et donc je pense à un moment qu'il faut simplement se dire comment est-ce qu'on change ça de façon simple et construite. Et ça, je pense que l'employeur, c'est la première chose qu'il a besoin, parce que ça va lui donner de la transparence et de la visibilité sur ce sur quoi il est confronté. Et après, évidemment, il y a toute une série d'autres dispositions, mais un débat comme celui-ci ne serait pas suffisant pour les énumérer. Merci. Je pense que M. El Gabri veut aussi intervenir sur cette question. Oui, mais je rejoins les propos d'Alexia Bertrand lorsqu'elle dit qu'il faut diminuer
l'impôt sur le travail. Mais je voudrais quand même rajouter le fait que selon nous, cette diminution doit être centrée sur les bas et les moyens salaires. Je pense que si on décide d'avoir des politiques où on saupoudre les diminutions sur l'ensemble des contribuables, en ce compris ceux qui gagnent déjà bien leur vie, je pense qu'il y a un déficit d'efficacité dans l'action publique, alors qu'on pourrait centrer ça vers ceux qui, aujourd'hui, sont ceux que Mme Bertrand a décrits, ceux qui ont du mal à acquérir un appartement, c'est-à-dire les classes populaires et les classes moyennes. Centrons les efforts en termes de réduction des impôts sur le travail, sur ces segments de revenus-là. N'élargissons pas à tout le monde parce qu'en fait, c'est inefficace. Dernier petit point par rapport à la question sur les voitures de société, et puis promis, j'arrête d'en parler. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le système tel qu'il est maintenant, il pèse déjà sur une partie des classes moyennes, c'est-à-dire les classes moyennes qui n'ont pas de voiture de société. Ça existe. Aujourd'hui, 17% des ménages ont des voitures de société. Il y a toute une classe moyenne qui, de fait, contribue à un système dont elle ne bénéficie pas. Il faut aussi s'adresser à ces personnes-là, puisque aujourd'hui, ce système coûte à la collectivité. Non seulement il a des conséquences négatives, on en a parlé, mais en plus, il repose sur des épaules de ceux qui, par ailleurs, travaillent dur et n'ont pas de voiture de société. Donc, il faut aussi avoir ce sens de la justice-là, y compris par rapport à une partie des classes moyennes qui, elle, n'a pas de voiture de société. Merci, monsieur El Gabri. Georges Boucher, je vous ai vu sourire, vous étonner. Que dites-vous? Non, mais c'est le principe du débat, mais je crois qu'il y a deux éléments qu'on ne pose pas assez. Le premier, c'est la question de l'efficacité de l'État. En fait, on se trompe tout le temps le débat quand on parle du niveau d'impôt. À la rigueur, on pourrait même envisager un niveau d'impôt qui est supérieur. Mais si les gens étaient contents de l'école de leurs enfants, si les autoroutes étaient en bon état, si on avait des services publics qui soient plus efficaces, plus dynamiques, plus proches du citoyen quand il en a besoin, je suis sûr qu'il y a toute une série de personnes qui seraient prêtes à payer plus. Le problème de l'adhésion à l'impôt, c'est de savoir ce que vous donnez par rapport à ce que vous recevez. Et là, en l'occurrence, et tout à l'heure, M. de Grève l'a indiqué, on a un différentiel d'efficacité qui rend finalement cet impôt insupportable à un certain niveau. Et donc là-dessus, il faut effectivement, et j'ai vu dans une des questions qui va peut-être arriver, que ça défilait, la question de repartir d'une feuille blanche. C'est parce qu'en Belgique, il y a un conservatisme qui est terrible en matière d'impôt. Dès que vous voulez bouger à un mécanisme, vous avez toute une partie des gens qui s'engouffrent dedans. Donc je crois qu'il faut avoir du courage politique, effectivement, de repartir à zéro, parce qu'on a un système fiscal, et M. de Grève l'illustrait bien, on a un système fiscal qui est trop complexe. Plus c'est complexe, plus c'est injuste. Et donc, il faut revenir à un système fiscal qui soit beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible, et un système fiscal surtout qui rende la liberté aux individus. Parce qu'aujourd'hui, vous posez des choix, non pas nécessairement le meilleur choix en tant qu'entrepreneur ou le meilleur choix en tant que travailleur, ou même votre libre choix en tant que citoyen, mais vous posez un choix parce que la fiscalité vous corsette tellement, vous oblige tellement à certaines directions, parce que vous avez un grand avantage d'un côté et pas de l'autre, qu'en réalité, vous perdez ce libre choix. Et un dernier mot par rapport aux voitures de société. Sur la contribution générale, vous savez, on paye aussi les transports en commun. Alors, certains vont considérer, oui, mais c'est plus utile pour répondre que les voitures de société permettent à la Belgique d'avoir un des parcs automobiles les plus modernes et donc les plus propres d'Europe. Mais au-delà de ces considérations, là aussi, l'enjeu doit être la liberté. Nous avons des milliers de personnes qui ont des voitures de société qui doivent s'acheter une voiture parce qu'elles habitent dans certains coins de Wallonie, qu'elles travaillent à Bruxelles, parce qu'elles se déplacent, etc. Et donc, il y a des questions qui se posent bien au-delà, comme l'aménagement du territoire, mais surtout, fondamentalement, la seule manière de faire disparaître les voitures de société, c'est de rendre en cash l'équivalent que ça représente pour ceux qui aujourd'hui s'en jouissent. Ça veut dire entre 500 et 1 000 euros par mois. Et là, effectivement, si vous ne faites pas un effort fiscal au niveau global de l'État d'au moins 10 milliards d'euros, vous n'arriverez jamais à rendre du pouvoir d'achat en suffisance pour supprimer un tel mécanisme. 10 milliards d'euros, c'est beaucoup, c'est ce qu'on a fait sur le tax shift. On voit les difficultés parfois budgétaires que ça peut engendrer. Ce n'est pas tant que ça non plus si on regarde le budget global de l'État qui est de 170 milliards. Et donc ce sont des choix politiques qui doivent être posés sur le volume d'administration, mais aussi sur une série de politiques publiques que l'on mène, qu'on ne devrait peut-être pas mener. Je donne un exemple, et je termine par là, qui est peut-être un peu provocateur. Mais dans notre pays, on a passé notre temps à prélever beaucoup d'impôts sur les employeurs pour après faire des aides à l'emploi. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que l'emploi globalement coûte moins cher
et qu'on supprime tous les mécanismes d'aide à l'emploi. C'est peut-être une manière de fluidifier l'économie et de rendre de la liberté aux individus. Merci Georges-Louis Boucher. C'est une question qui pourrait encore créer le débat, mais malheureusement le temps presse, le temps avance et nous allons toucher à la fin justement de cet atelier fiscalité et nous allons maintenant passer au vote. Donc à la maison, vous avez eu l'occasion de voir, d'entendre les différents propos, de vous forger une opinion et nous allons donc passer au vote. Je précise que cette fonctionnalité n'est disponible que pour les membres connectés sur la plateforme prévue à cet effet. À ce sujet, pour optimiser votre expérience de vote, quittez le mode plein écran, sinon ça ne peut pas fonctionner. Je tiens à préciser que sur ce plateau, toutes les règles sanitaires sont respectées. Du plexiglas entre chaque intervenant et 1,50 m d'écart entre Oran et moi. Tout de suite, place au vote. Et voilà, comme on l'a vu dans cet atelier, le débat sur la fiscalité a permis de mettre en lumière la complexité de la fiscalité belge et l'urgence de rendre notre système plus juste, simple, efficace et lisible. Selon nos invités, cet objectif doit être atteint par une diminution de la taxation sur le travail et des compensations à opérer sur les niches et ou sur la création d'un nouveau paradigme fiscal. Ce que nos opérateurs ont appelé le New Shift par opposition au Tax Shift. Des arbitrages sont donc à faire et chacun de ces arbitrages cache un réel enjeu politique, notamment en termes de dépenses de l'État, de sécurité sociale, de fiscalité familiale ou d'écologie, avec par exemple la question des voitures de société. Nos invités semblent toutefois s'accorder sur le cadre général dans lequel ce débat doit s'inscrire, une diminution globale de la charge fiscale pour libérer l'énergie de nos entreprises et le pouvoir d'achat de tous les citoyens belges. On va tout de suite passer au vote et la question qui découle de ce débat est la suivante, elle va s'afficher tout de suite. Êtes-vous d'accord de baisser la fiscalité sur le travail et d'envisager des glissements vers d'autres formes de fiscalité, voire la suppression de certaines niches fiscales sans augmenter la charge fiscale et parafiscale globale, mais en tentant au contraire de la réduire? Voilà, je rappelle que vous avez 1 minute pour voter, c'est parti. 1 minute, le chrono est lancé. Georges-Louis Boucher, vous vouliez... Apparemment, on nous dit qu'il y a eu des problèmes de son au début de l'atelier et donc c'est pour annoncer à tous ceux qui ont loupé surtout la présentation de Mohsin, je ne voudrais pas qu'il pense être boycotté quand il vient chez les libéraux et donc l'atelier sera rediffusé à partir de 13h sur les mêmes canaux, les 2 pages Facebook, les 2 pages YouTube et la plateforme, donc on pourra réécouter le début pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Merci Georges-Louis Boucher, le message est passé, il ne vous reste plus que 30 secondes pour voter. On rappelle la question, êtes-vous d'accord de baisser la fiscalité sur le travail et d'envisager des glissements vers d'autres formes de fiscalité, voire la suppression de certaines niches fiscales sans augmenter la charge fiscale et parafiscale globale, mais bien en tentant au contraire de la réduire. Il vous reste 15 secondes. 15 secondes et n'oubliez pas donc de quitter votre mode plein écran pour pouvoir voter, sinon vous n'y arriverez pas. Il reste maintenant 8 secondes. 5 secondes et c'est donc bientôt le résultat, la fin des votes. La fin des votes, puisque le résultat, on l'annonce, sera donc donné lors de la plénière tout à l'heure de 17h à 18h avec des discours, la Première ministre Egbert Lacarte à distance et le discours de Georges-Louis Boucher. N'hésitez pas à interagir donc en direct durant tout ce libre débat avec le hashtag fier d'être libéral ou encore hashtag le libre débat. Merci aux experts, merci monsieur Mohsin El Gabri d'avoir été avec nous, vous étiez à distance aujourd'hui. Merci Emmanuel Degrève d'avoir été présent, merci Alexia Bertrand, Georges-Louis Boucher, on vous retrouvera dans quelques minutes pour le deuxième atelier. Comme je l'ai dit, le résultat des votes sera donc à découvrir lors de la plénière de 17h à 18h.